La liste des pays participants à l'Eurovision 2026 est désormais connue. Enfin, 35 pays participeront au concours organisé à Vienne, soit deux de moins que lors de la précédente édition à Bâle. Les voici, ils sont affichés sur votre écran. Donc dans l'ordre alphabétique, on a l'Albanie, l'Allemagne, l'Arménie, l'Australie, l'Autriche, pays hôte, l'Azerbaïdjan, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, la Géorgie, la Grèce, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, le Grand-Duché du Luxembourg, Malte, la Moldavie, le Monténégro, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Tchéquie et enfin l'Ukraine. Donc 35 pays qui prendront part au concours. Donc cette 70e édition enregistrera la plus faible nombre de participants depuis 2003 et le plus important boycott de l'histoire du concours. Il faut savoir que 5 pays ont décidé de boycotter le concours. L'Irlande, l'Espagne, Slovénie, Islande et Pays-Bas. Bien sûr en réaction à la participation d'Israël. La Rouve, elle qui s'est... Parce que d'abord ils étaient quatre à se retirer, et ensuite la Rouve en Islande s'est retirée, et elle a confirmé que le pays, qu'elle diffusera quand même le concours, malgré son retrait. Julien, que penses-tu de cette liste, et du nombre surtout hein? Bah, tu l'as dit, le nombre, on est sur le plus faible depuis l'introduction des demi-finales en 2004. 35 pays, donc ils sont plus que 5 qualifiés d'office et non plus 6 puisque l'Espagne est partie. Donc ça fait 30 demi-finalistes, donc des demi-finales à 15 et 15. Ce qui pour moi est quand même le minimum. 15 et 15, ça fait 10 qualifiés, 5 éliminés, 2 tiers, un tiers. Ça va encore. Ça reste encore relativement crédible. 12 ou 13 demi-finalistes, ça m'aurait plus posé problème. Mais là, 15 et 15, c'est déjà une configuration qu'on a eue, un 15 et 16 notamment ces dernières années. Donc 15 et 15, moi, ça me choque pas. Par contre, moi, je mettrais quand même un petit point d'interrogation sur le Portugal. Parce qu'avec la quasi-totalité des compositeurs qui ont dit si on gagne, on va pas à l'Eurovision, je sais pas comment ils vont réussir à se dépatouiller de cette situation. Donc, on va peut-être attendre de voir pour le Portugal ce que ça va donner. Mais bon, 35. Heureusement que l'UE a réussi à en faire revenir 3. Hmm. Ça sauve un peu la situation numériquement. Pomme. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit le plus grand boycott de l'histoire. Je maintiendrai que 1970 est beaucoup plus impactant et que là, on est sur un quasi statu quo, hein. On perd deux participants par rapport à l'année passée. Alors oui, si on compare aux autres années, c'est l'année la plus basse, mais je pense qu'il n'y a rien d'aussi impactant que ça. De mon avis tout à fait personnel, je préfère les pays qui reviennent aux pays qui partent musicalement, donc je suis un peu moins peiné. Pour ce qui est du Portugal, ouais, je pense pas. Il y a déjà deux artistes qui ont au contraire confirmé qu'ils iraient à l'Eurovision s'ils gagnaient, mais j'imagine que s'ils finissaient deuxième ou troisième et que le premier déclinait tout autant. Je suis d'accord avec Julien, 15 demi-finalistes, c'est par contre le minimum, hein. Si on passait à 14, ça m'aurait vraiment gêné. Mais on a déjà eu des demi-finales à 15 et je suis content en plus, je suis satisfait du fait qu'il y ait autant de demi-finalistes par demi-finale parce qu'à chaque fois, ça m'énerve quand il y en a un de plus ou un de moins. Ma rigidité n'est pas satisfaite. Idem, idem. Zaneox. Eh bien, je ne suis pas surpris par ce chiffre de 35 après évidemment les événements récents par rapport à la participation d'Israël. Je suis d'accord avec vous. C'est, je pense, le strict minimum pour avoir des demi-finales. Donc là-dessus, il y a pas de gros problème. Ceci dit, je n'exclus pas le fait qu'on ait 36 pays à la fin. Pourquoi? Parce que c'est la 70e édition. Il y a eu des discussions avec le Canada, avec le Kazakhstan également, même si le Kazakhstan, je n'y crois pas tellement. Pour rappel, l'Australie en 2015, quand ils avaient été invités, c'était en février qu'on l'a su. Donc, ça m'étonnerait pas qu'on ait un pays en plus. Donc, pourquoi pas le Canada annoncé d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Je ne suis pas sûr d'y croire, mais ça ne me surprendrait pas qu'on monte même à 36 pays participants à la fin. Il y a ASB qui dit justement est-ce que cette liste peut évoluer avec les possibles débuts du Canada ou du Kazakhstan. Donc c'était en Mm. février, c'est ça, c'était en février 2015. Alors moi, pour ma part,
Bah, je suis déçu quand il y a si peu de pays. Je me souviens qu'au Portugal, en 2018, c'était à 43. C'était, c'était, c'était l'une des 3 éditions où c'était le record. Et voir cette liste fondre comme neige au soleil, euh, ça me peine en tant qu'Eurofan. Euh, Imaginez s'il n'y avait pas eu le retour de la Roumanie, de la Moldavie et de la Bulgarie, ça aurait été 32. Enfin, un Eurovision à 32. Mais là, l'UR a fait, je pense, vraiment une grosse ristoune à ces 3 pays pour qu'ils viennent. Mais voilà, j'espère que les pays qui se sont retirés reviendront. J'espère que, alors c'est discours Miss France, hein, je vous dis, mais j'assume, que tout le monde reviendra et que tout le monde chantera. Voilà, c'est ma position personnelle. J'y crois, mais voilà, j'essaie d'être optimiste dans ce monde Puis défaitiste. soyons positifs, sur ces 5 pays qui boycottent, il y en a 2 qui le diffusent sur déjà l'Islande et Pays-Bas. la Slovénie, je crois. Non, Pays-Bas, oui, pardon. Donc voilà, donc ça risque d'avoir un impact aussi un tout petit peu. Bon, les 300 000 habitants de l'Islande n'ont pas le plus grand des impacts sur le résultat final des audiences de l'Eurovision. L'Espagne, quand Mais, même. ouais, oui, oui, mais l'Espagne, oui, mais ça va pas, même s'il y a 3 millions de téléspectateurs en moins, ça n'impactera pas l'ordre de grandeur final, je pense. Ouais, La Russie a eu plus d'impact qu'en aura les 5 pays, par exemple, qu'on voit partir cette année, je pense. ouais, mais ça fera des audiences en moins. Enfin, je vois pas l'audience augmenter. C'est Ah non, dommage. elle augmentera pas, mais je pense pas qu'elle sera ridicule non plus. Elle perdra un 10%, je pense, mais pas beaucoup plus. C'est beaucoup, hein. 10%, c'est beaucoup, je trouve. Perso, hein, mais bon. Euh, Évidemment, salut Nanix aussi dans le chat, évidemment, les fidèles. Alors on dit, oui, il y a le Montesong. Eh bah, ils se sont calés en face de nous. Eh bah, écoutez, la RTCG, hein, la prochaine fois, vous vous mettez le mardi comme la dernière fois. Hein, et vous nous laissez tranquille. Non, non, évidemment, vous pouvez faire des multiplex, évidemment. Ceci dit, évidemment, il y aura priorité au direct si jamais il y a des dingueries au Monténégro. Voilà, Tel évidemment. BFM TV, et oui. Et oui, priorité au direct, évidemment. Il y aura aussi le jingle, vous savez, le jingle de Canal à l'époque pendant le foot, multiplex. Donc, 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 voilà. Fab aussi est dans le chat, on le salue. Alors, maintenant, on va voir la scène de l'Eurovision, parce qu'elle a été dévoilée, cette scène, et elle a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Donc, voici les images, et vous qui nous écoutez en podcast, je vous invite à nous voir sur YouTube pour nous voir déjà et pour voir la scène. Donc, la scène a été conçue par le scénographe allemand Florian Weider. Donc, il a déjà composé plusieurs scènes, dont celle de 2015, qui était aussi à Vienne, dans la même salle. Elle reposera sur une vaste surface LED en forme de feuille incurvée, complétée par un large arc et une structure. Oula, il y a des mots compliqués. Hein. so Sophistiquée. Bon, c'est compliqué pour moi, excusez-moi. C'est la fin d'année, c'est la fin d'année. C'est la fin de l'année, c'est la fin de l'année. Inspiré par la session viennoise, donc c'est une forme d'art que j'ai aussi découvert, comme quoi je découvre des choses. La scénographie revendique une rupture esthétique assumée autour de 3 axes. La feuille symbolise l'origine et le renouveau, la ligne courbée évoquant mouvement et émotion, et la construction dorée reliant art et fonctionnalité. Eh ben, ils ont bien vendu leur truc, hein. La Green Room sera directement reliée à la scène par une passerelle traversant le public, offrant un parcours immersif au vainqueur. Donc le gagnant va gagner, ce qui est le principe, et puis on verra. La direction artistique sera assurée par Michael Koller et Robin Wolf Wonder, avec une mise en scène d'inspiration hollywoodienne. Donc peut-être on aura James Cameron en réalisation. Madonna le retour. Madonna le retour. Oh là là, le comeback de la Madone, de la Mother. Et pour la première fois dans l'histoire du concours, des caméras Harry seront utilisées. Donc pas Harry, pas le prince, hein, mais des caméras... je ne suis pas spécialiste, mais des caméras Harry, hein, seront donc utilisées, apportant un rendu cinématographique, donc hollywoodien, comparable à celui de grandes tournées internationales. Le thème sonore, et oui, parce qu'il faut une musique, est signé Dorothée Freiberger et Martin Gellner, avec une relecture moderne de la flûte enchantée de Mozart, autrichien, hein.
interprété par l'orchestre symphonique de la radio ORF de Vienne. Et pour rappel, Dorothée, elle avait déjà composé le thème sonore de l'édition 2015. Alors, Pomme, cette scène et puis aussi le thème sonore, si tu as pu l'écouter. Alors, je n'ai pas compris les nombreuses critiques que j'ai vues sur cette scène. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent critiquer pour attaquer le concours. Moi, je trouve que c'est l'une des plus jolies qu'on a eues ces dernières années. J'ai eu un coup de cœur. J'aime beaucoup le côté circulaire de cette scène. Et je salue l'Autriche qui... bon, on n'a plus d'identité pour l'Eurovision avec le slogan, mais qui maintient une identité par le jingle sonore. Je trouve que c'est une très bonne initiative. En plus, bon, ben, l'Autriche, au niveau de la musique classique, prendre là-dedans, ça peut être qu'une bonne idée. Et on va dire que c'est l'un des pays les plus importants pour ce qui est de la musique classique. Donc, je suis assez ravi de la gestion autrichienne jusqu'ici. Il y a eu des critiques sur cette scène, enfin il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé, alors ça par contre, bon, je vous dirai mon avis, mais ils l'ont comparé à la structure qu'a utilisée cette année Yuval Raphaël, donc pour Israël, pour sa performance, et tout le monde a fait des comparaisons. Bon, je vais donner mon avis. J'y ai pas pensé au reveal de la scène, hein. J'ai vu la comparaison, je les ai plus ou moins compris, mais ça m'a pas sauté aux yeux quand ils ont reveal la scène. Alors, moi, je vais prendre la main. J'adore cette scène. Elle est classe et elle est belle. J'ai pas aimé les critiques. Je trouve que c'est tiré par les cheveux. Franchement, à un moment donné, il faut arrêter aussi. Il faut arrêter de tirer sur l'ambulance, hein. Je pense que l'ambulance, elle sonne déjà assez fort. Euh, Par contre, ce que j'aime, c'est le thème sonore. Alors déjà que j'aimais celle de 2015, qui est l'une de mes préférées, mais celle de cette année. Alors, autant les autres années, le thème sonore, que je vous invite à aller écouter, elle faisait très compétition, très c'est la fête de l'Europe. Et là, cette année, on rentre dans le sérieux. C'est une compétition. Il y a des gens il y a un pays qui va gagner, les autres vont chialer. Ils vont rentrer chez eux en pleurant. Et j'adore parce que c'est très solennel, c'est très sérieux, c'est très. Ça donne envie, ça donne la rage en fait. On sait que c'est une compétition, on n'est pas là pour rigoler. Non, excusez-moi, je m'emballe un petit peu. Mais en fait, j'adore ce thème sonore et cette scène, ouais. J'adore l'écran LED incurvé. Et je trouve que ça va être magnifique. Julien. Je suis partagé. En fait, la scène me va bien, je trouve. En fait, ce qui me dérange, bah, c'est que c'est quand même pas mal inspiré d'une mise en scène de cette année, quoi. Alors, c'est pas le fait que ça soit inspiré d'Israël, je m'en contrefous. J'aurais dit la même chose si ça avait été inspiré, je sais pas, de l'Islande, de la Suède ou de la Géorgie. C'est pas le problème. Mais là, bon, Florian Wider, il a quand même fait pas mal de scènes de l'Eurovision, notamment, tu le disais, celle de 2015 qui était très réussie, et qu'il en soit ramené à s'inspirer. Alors, s'inspirer, je sais pas si c'est inspiré ou si c'est pure coïncidence, mais bon, ça me gêne un petit peu. Mais elle est quand même de bonne facture, hein, cette scène, franchement, c'est plutôt pas mal. Et pour l'aspect sonore, je ne l'ai pas écouté, très Je honnêtement. t'invite. Mais si c'est inspiré de la musique classique, etc., avec l'Autriche, tu es un peu obligé, quoi. C'est the pays de la musique classique. Donc là, 10 sur 10 pour l'Autriche d'avoir choisi cette direction sonore. Alors, je rappelle que voilà, c'est une scène circulaire, comme en 2015. Hein. L'Autriche est très circulaire. Hein. Ça peut tourner un peu en rond, hein, niveau idée. Mais, oh la vanne, oh là là, magnifique. 10 sur 10 la Merci, vanne. David. Ouais, merci. Dans le chat, et après je te passe la parole, Zanox. ASB qui dit: Je suis assez d'accord avec Pomme, je trouve cette scène sympa, plus sympa que celle de l'année dernière, donc 2025. Lup qui dit: Très belle scène, j'ai hâte de la voir, ce que va rendre le fond doré avec les structures quadrillées. Le thème sonore, je suis juste fan. En revanche, un peu déçu du thème art doré que je trouve sombre. Et Nanix qui dit: Moi je trouve la scène assez incroyable, incredible. Zanox. Alors, concernant le thème sonore, je vais être d'accord avec vous. Par contre, au niveau de la scène, je vais être un peu plus critique. Je trouve l'idée assez sympa et assez originale. Ceci dit, je n'arrive pas vraiment à me la représenter. C'est-à-dire que là, on a les images, ok, mais j'ai du mal à voir ce que ça donnerait vraiment, ce que ça rendrait vraiment pour le spectateur. Je sais pas, cette espèce de forme incurvée au milieu, je la trouve un petit peu, comment dire,
pas naturel en fait, et je sais pas, ça donne quelque chose qui me plaît pas forcément du point de vue personnel. Ceci dit, c'est une bonne idée. J'apprécie la grandeur de cette scène qui a l'air assez, Hmm. comment dire, le fait que ça soit rond, j'ai l'impression que ça donne un petit peu un côté convivial, un côté grandiose également. Donc il y a cet aspect-là que j'aime plutôt bien, mais voilà, je trouve pareil la spirale. Je sais pas quoi en penser. C'est peut-être un peu trop brut par rapport à ce que voudrait véhiculer justement cette idée voilà, de convivialité, de cette idée de rondeur. Mais bon, ça reste quand même une belle scène, hein. Je préfère cette scène-là au rendu final qu'on a eu en 2022 à Turin, évidemment. Mais, Non, mais, mais en comparaison à l'année dernière, à Malmö, tout ça, je suis moins fan. il y a Fabs. Non, mais t'as réussi à ramener Turin 2022. Pas pourquoi je m'y attendais. Pardon. Non, mais là, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien qui va tourner, hein. Là, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Fabs qui dit je suis d'accord que la comparaison avec une éventuelle mise en scène passée est tirée par les cheveux. Lubs qui dit pour ma part la petite déception que je peux avoir c'est le manque d'audace. Oh, c'est un mot qui nous est familier. Donc manque d'audace en parenthèse. De cette scène n'a rien d'innovant notamment par rapport à ce qu'on a pu avoir l'année dernière. Clémence qui dit je trouve cette scène vraiment belle mais moins belle que celle de 2024. Ah non non mais 2024 c'était brut. Je trouve que c'était brut. C'était plat, c'était brut. Pourtant on était en Belgique, mais c'était plat. Donc j'ai pas trop. Non, non, non. En plus il n'y a pas assez d'espace. C'est en triangle. Enfin, non, c'est en croix là. Oh là là, non. J'ai pas aimé. Là il y aura plus d'espace quoi pour les artistes. Et Lubs qui dit par contre la scène reliée à la Green Room, je trouve que c'est une excellente idée, comme ce qu'il y avait pu avoir en 2012. Oui, c'était à Bakou en Azerbaïdjan. Bon, eux ils avaient construit une salle carrément, hein. Ils avaient les moyens. Mais ouais, là, non, ouais. Mais j'aime bien. Et en fait, je m'attends à la réalisation. Moi, je suis un homme de réalisation, vous savez. Et là, on me vend du rêve. Et souvent, je déteste être déçu. Bon, comme tout le monde. Et on me dit, oui, un rendu de scène hollywoodien. Bah, maintenant, vous l'avez dit, maintenant vous faites, hein, les gars. La ville de Vienne, elle accélère aussi sa préparation, donc la ville en elle-même, dont le lancement officiel aura lieu le 12 janvier avec le tirage au sort des demi-finales et la cérémonie de remise du concours à la capitale autrichienne. La date limite d'envoi des chansons est fixée à mars 2026, donc comme d'habitude, hein, avant la mise à disposition de la Weinerstadter Hall, donc l'arena, pour la construction de la scène. Donc les shows, donc je vous rappelle, se dérouleront donc avec une cérémonie d'ouverture le 10 mai, les demi-finales le 12 et le 14 mai et la finale le 16 mai. La ville proposera un vaste programme d'animation avec l'Eurovision Village installé sur la Rathausplatz, donc la place de l'hôtel de ville, pendant 8 jours et le programme Vienna Offstage dédié aux activités culturelles ainsi qu'aux délégations et à la presse. L'UR a confirmé que les frais de participation resteront inchangés. Donc là, on va parler un peu d'argent, malgré le retrait annoncé des diffuseurs qui se sont retirés. Précisons que le montant avait été communiqué dès septembre et qu'aucune hausse n'est envisagée. Donc qui va payer la différence? Les sponsors, les billets, quelqu'un d'autre? Dans une lettre adressée aux fans, Martin Green, directeur de l'Eurovision, a reconnu avec les émotions suscitées par le contexte géopolitique actuel, rappelant la vocation du concours à demeurer un symbole d'unité et de créativité et de paix dans le respect strict de ses règles. Il a adressé un message particulier aux fans des pays retirés, affirmant que leurs décisions sont respectées et qu'un retour reste espéré. Enfin, chose importante, l'ORF, diffuseur hôte, a donc annoncé qu'aucun effet sonore d'applaudissement ne sera utilisé, pas comme les années précédentes, afin de refléter fidèlement les réactions du public. Et puis aussi une politique plus ouverte concernant les drapeaux sera également appliquée, autorisant tous les emblèmes nationaux, y compris ceux des pays non participants, dans le respect de la loi et des règles de sécurité, comme l'a précisé le producteur exécutif. Pomme, ces annonces-là, qu'est-ce que ça t'inspire? Je m'attendais pas à ce que le frais de participation soit rehaussé. Je trouve ça normal. Il faut contextualiser avec le fait que c'est en Eurovision dans une ville qui l'a déjà accueilli récemment. Vienne est une ville de culture, il y a des infrastructures, il y a des talents locaux, il y a un savoir-faire. Il y aura moins des coûts de recherche, je pense, que dans d'autres villes dans le passé qui n'ont pas accueilli le concours. Puis des coûts de sécurité
Bon, mais vaut mieux que ça soit à Vienne ou à Bâle que malheureusement qu'à Malmö ou Madrid, quoi. Pour ce qui est de la politique de drapeau et de sifflement, je sais pas. Alors pour le drapeau, je suis content qu'il ramène une liberté quasi totale et plus ample. Maintenant, je trouverais ça dommage si la moitié du public se ramenait avec des drapeaux qui ne sont pas des drapeaux de pays participants pour avoir des revendications politiques. Mais bon, ça, ce sera mon point de vue. Et pour ce qui est des sifflements de la prestation israélienne, je ne sais pas. Alors, J'attends de voir. j'ai pas parlé de sifflement, j'ai Oui. parlé de réaction. Non. Non, oui, mais bon, Oui. on sait ce que ça sous-entend. Oui. On sait ce que ça sous-entend, les huées, etc. Donc, enfin, ça va pas. C'est aussi un show, quoi. Si on doit regarder un show et qu'on entend à peine la chanson parce qu'il y a des gens qui saccagent la prestation d'un des participants, bon, je serais naturellement pas pour. Julien. Ouais, je suis un peu partagé aussi. Cette histoire de politique des drapeaux, alors c'est une décision qui vient de l'ORF, mais moi j'ai peur que l'UER repasse par-dessus et remette un coup de vis pour éviter d'éventuels débordements que mentionnait Pomme, que l'ORF veuille être ouverte et que tous les drapeaux quasiment, en tout cas les drapeaux on va dire légaux, soient autorisés. C'est bien de la part de l'ORF. Est-ce que l'UER va pas y trouver à redire, à voir. Et pareil sur les systèmes anti-UE, que l'ORF veuille garder le côté intact de la captation, grand bien leur face. Mais là aussi, moi j'ai peur que l'UR repasse derrière et dise attendez, on va quand même prévoir un système au cas où. Donc je vais voir au mois de mai effectivement comment ces deux règles vont être réellement appliquées. Il y a ASB qui dit et les huées, potentiellement lors de la prestation d'Israël, ne seront pas couvertes artificiellement comme ce fut le cas les années précédentes. Il y a Fab qui dit très joli pull de Noël d'Alibor. Donc merci, c'est Snoopy. Évidemment, Snoopy ne veut que la paix. Non, je vais revenir sur le sujet. Moi, pour ma part, alors au niveau du public, de la réaction du public, alors on entendra toujours la chanson. Hein, je veux dire, il y a quand même le ou la chanteuse ou le chanteur qui va avoir un micro, donc on va plus entendre cette personne-là ou le groupe. Enfin, voilà, on verra. Mais pour moi, l'Eurovision, c'est un show et quand moi je parle de show, je parle de réaction humaine. Donc, je trouve que c'est bonne décision, voilà, de l'ORF. Après, voilà, est-ce que l'UR va repasser dessus? Et puis concernant les drapeaux, personnellement, je dois encore me positionner. Donc voilà, je préfère être clair. Je n'ai pas d'avis dessus, puis j'en aurai un plus tard. Zanox. Moi, je trouve que le public, c'est l'une des choses les plus importantes à l'Eurovision. C'est-à-dire que regardez les performances de Caria, regardez les performances de Bibi Lasagna, comment on entend le public, et ça rend, je trouve, la performance absolument incroyable et bien meilleure que si on n'entendait pas le public, ce qui était le cas l'année dernière, où il y avait des performances comme l'Australie, comme la Suède, et qui ont perdu, je trouve, de leur charme sans le public et qui aurait pu participer avec ces chansons, puisque c'était des chansons, c'était des chansons catchy, des chansons mémorables, des chansons que tout le monde connaissait. Donc moi je suis content si effectivement ce public ne sera si évidemment comment dire puis j'arrive pas à parler, je n'arrive pas à parler, qu'est-ce qui se passe si oui vous avez compris. Et concernant les drapeaux, c'est pareil, je suis un peu mitigé. Je trouve ça un peu débile d'enfreindre une liberté telle que le fait de ramener les drapeaux qu'on veut. Mais dans un sens, je vais être d'accord avec vous, ça peut poser problème, évidemment, comme tu l'as expliqué, Pomme, si on se retrouve avec un public avec plein de drapeaux qui viennent pas d'Europe. Bon, effectivement, c'est un peu compliqué. Mais dans l'idée, je trouve que ce sont des bonnes initiatives qui protègent la liberté aussi du concours, la liberté du public. Et c'est, je trouve, quelque chose de très important dans ce genre de concours et évidemment à l'Eurovision. Je peux rajouter quelque chose. On criait l'année dernière parce que l'UR restreignait à balle dans les deux sens du terme. Et là, on a quand même une volonté d'écouter les retours du public de l'année dernière. Et ça, j'aimerais quand même le souligner. C'est que, on n'a pas un avis tranché pour la politique de drapeau, mais
combien de tweets, de réactions anti contre cette décision prise par l'UE l'année dernière, on a croisé. Donc je pense qu'il y a eu une petite volonté d'écouter. Et je rebondis rapidement sur ce qu'a dit Xanox. Oui, il faut qu'on puisse avoir les réactions live du public, surtout pour des chansons qui ont besoin d'un public et qui ne sont pas des chansons entre guillemets à studio. Bon, maintenant, le message qui est envoyé, c'est s'il y a des huées, on les entendra pour la prestation d'Israël. Moi, je l'entends comme ça. Et pour moi, c'est comme de l'anti-jeu. Enfin, si tu as une chanson que tu n'aimes pas, bon là, on enlève le côté politique. Si j'ai une chanson que j'aime pas et que je vais à l'Eurovision et que je crie afin de troubler cette prestation, même si on l'entend qu'un peu, mais pour moi, ça reste de l'anti-jeu et ça reste quelque chose qui est anti bon procédé du concours. Alors à voir, est-ce que l'UER réagira s'il voit que la prestation d'Israël est saccagée ou non. Bon, advienne que pourra. Lup qui dit je vais être honnête, mais pour moi ces mesures c'est de l'hypocrisie en guillemets, dans le sens où bon, beaucoup de personnes ont été mécontentes, donc on leur donne au moins ça pour qu'ils soient contents. Nicolas qui dit Dobroveche, évidemment Dobroveche, soirée du Montesong, mais vous êtes aussi avec nous. On vous menace, hein. Si vous partez, ça va pas le faire. Hein. On veut voir des pouces, on veut voir des likes, on veut voir tout ce que vous... On veut voir que des trucs positifs. Lub qui rajoute... On va voir personne devant le Montesson pendant qu'on est là. Hein. Exactement. Boycott Montesson pour se mettre en concurrence avec le Romac. Lub qui dit pour le coup les anti-UE, je ne suis pas dans du concept, mais en 2024 pour la presta d'Israël, on entendait les UE et est-ce que ça met mal à l'aise? J'étais gêné pour l'artiste. C'est vrai qu'à la fin de la prestation d'Eden Golan, quand elle avait fait ses phrases en hébreu, parce que c'était une chanson en anglais, bah là on entendait, alors que pendant toute la chanson c'était vraiment très couvert. Fab qui dit les drapeaux pas de soucis tant qu'ils ne gâchent pas les prises de vue. Ah oui, alors par contre vous vous souvenez des Eurovision des années 2010, on voyait que les drapeaux et pas les artistes. Ça par contre c'était quelque chose. Ou alors ils gâchaient la prestation de Constracta à la fin. Voilà. Donc les plans de caméra sur la mise en scène comme pendant des années. Mais après, j'espère qu'ils vont mettre quand même une place sur la taille des drapeaux. Donc moi pour pas gâcher la prise de vue. Mais je me souviens à Vienne en 2015, les drapeaux qui flottaient, ça donnait une ambiance, une énergie. Le public secouait. Enfin c'était le fire quoi. Fallait appeler les firefighters quoi. Nous de ça. Oui, j'arrive à placer tout ce que je veux ce soir. C'est la dernière de 2025. Et Nicolas qui dit je suis d'accord avec Pomme. Point d'exclamation. Donc il est d'accord avec toi. Je te remercie. Et lui qui dit je crains que ce soit terriblement embarrassant, notamment à la télé, si on entend Ful ou Hué en 2026 lors de la presta d'Israël. Mais en même temps, il faut entendre le public, donc c'est compliqué. Ouais, en fait, faut ménager le chèvre et le chou. Hein, je crois que c'est ça l'expression. Alors, avis peut-être pas populaire, mais là, pour le coup, il faut 2 poids, 2 mesures. Parce que, bon, c'est ce que je disais avant, quoi. Il y a des chansons, on a besoin du public. Il y a des chansons, si ça cache le show, ben, je pense qu'il faut mettre des mesures. Bon. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des annonces de cette Eurovision. Donc 35 pays à Vienne, peut-être 36, on verra. Si le Canada sera annoncé en février, peut-être. Breaking news, Canada back commence à l'Eurovision. Radio-Canada, peut-être qu'ils sont en discussion. Enfin, ils sont en discussion, en tout cas, au niveau de ce qu'on a vu, au niveau des informations. Même le gouvernement canadien s'en mêle. Pour vous dire, c'est pas en France que ça arrivera. Bon, il y a d'autres choses à gérer. Donc, est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose sur ces informations ou donner un avis? Ou je pense qu'on est tout bon, on a tout dit. Et vous voyez, on peut faire alors, contrairement sur d'autres plateaux ou sur d'autres lieux, on peut faire un débat où on n'est pas d'accord et on se respecte. C'est un truc c'est un concept que je lance peut-être, mais qu'on lance. Mais j'allais dire un truc. Non. On n'est pas sûr. Je vais pas balancer nos collègues médias. Non, on n'est pas des balances, on n'est pas des pookies, on n'est pas des pocaves. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces informations.